Bonjour, chers amis. Comment allez-vous? Il semblerait que, confiants, nos enquêteurs se soient un peu précipités. Il se pourrait bien qu'en plus de passer à côté d'indices précieux, ils n'oublient les bienséances et leurs bonnes manières. Cela peut coûter cher dans notre monde. Dans le vôtre aussi, d'ailleurs. N'en disons pas trop. Laissons-les raconter leur histoire. Comme le dit si bien mon ami l'Américain, ça va swinguer aujourd'hui. À très bientôt, n'est-ce pas, chers amis? Introduction. Nous sommes à Cologne, en Allemagne, 2 mois avant le début de l'affaire des Moulins. Nous nous retrouvons dans l'ambiance festive et bourgeoise d'un hôtel prestigieux de la ville. À son habitude, Thomas s'est paré de ses plus belles plumes et d'un nouveau masque conçu expressément pour l'occasion. Une caricature, selon lui, de la bourgeoisie allemande. Un masque loufoque et amusant pour ses spectateurs d'un soir. Ses leçons d'allemand ont bien payé et il se fraye un chemin à travers des Guten Morgen, Herr Thomas, amusés et mondains. Mais de toute sa grâce et son impertinence, l'homme les bouscule de l'épaule sans jamais ne s'excuser, en riant seulement. Le boss ne s'excuse jamais, ne demande jamais pardon à qui que ce soit. Mais Thomas n'est pas seul aujourd'hui. À son bras, Madame Claude l'accompagne, exaltant un sourire radieux et les plus belles parures de Paris. Et les cœurs des nombreux bourgeois présents pour ce gala tombent tous un à un comme des mouches face au charme irrésistible de la dame et de ses parfums. Enfin, après avoir attrapé une flûte de champagne, tous deux s'assoient à une table où toutes et tous peuvent profiter de leur charme formidable. Cette mission est capitale, Marie-Louise, ma petite hirondelle. Es-tu sûre de vouloir aller au bout? Nous ne pourrons pas faire marche arrière ce soir. En ai-je vraiment le choix, mon cher Thomas? L'heure n'est plus aux hésitations, et sera bientôt celle pour Madame Claude d'entrer en scène. Sachez que si ce n'était pour vous, jamais je n'aurais accepté pareil contrat. Veillez à garder un œil sur moi. Je vous en prie. Bien, je vais te présenter à lui alors. L'essentiel est le document. Tu as carte blanche. Je ne serai pas loin, je te le promets. Et Thomas désigna un homme au milieu du grand salon de l'hôtel, un ancien espion allemand que la guerre a rendu aigri et violent. Puis, les deux Français s'avancèrent de toute leur élégance vers lui. Écran noir, distordu, un brouillard lourd, d'alcool, de folie. Des flashs aussi. Oui, des flashs nous apparaissent. Un couloir tout angle, des coups, des souffles, des murmures, des cris étouffés. Puis une chambre d'hôtel dévastée. Il y a du sang, beaucoup de sang. Le mobilier retourné. Des verres et des bouteilles de champagne éclatés au sol. Pas de corps. Et plus de cris. Mais des flashs encore. Dans cette même chambre, l'espion allemand pris d'une paranoïa et d'une violence inouïe, se jetant sur Madame Claude, l'agrippant à la gorge comme un animal sauvage. Thomas aurait dû être là, juste à côté, derrière cette porte, derrière cette maudite porte, mais Madame Claude est seule, affrontant la violence de l'Allemand. Les corps se tordent, les chairs s'entrechoquent, les souffles et les poumons sifflent. La rage, l'animalité. Madame Claude n'a plus d'air. Plaquée violemment contre le mur qui vibre et cogne, elle saisit enfin un coupe-papier et le plonge dans la gorge de l'Allemand. Encore des flashs, encore l'objet se plantant dans la gorge, encore, et encore du sang. Beaucoup, beaucoup de sang. Des coups encore et encore. Le goût du fer, le liquide vital et chaud sur les lèvres. Des ombres, le corps, encore en vie, baignant dans le sang. Une silhouette au-dessus de lui. Est-ce Thomas? L'intérieur d'une voiture maintenant qui file à toute allure. La respiration puissante et étouffée de Thomas, dont le masque se cambre à chaque respiration. Il ne s'agit plus d'une respiration d'humain, mais de râle, gras, puissant, malade, bestial. Il y a du sang tacheté dans ses belles plumes. Et Madame Claude, à ses côtés, pâle et en sanglots, un masque de sang sur sa peau blanche. Elle est muette, tétanisée. Elle serre un dossier contre sa poitrine, le butin au prix du sang. La voiture roule, à toute beurzingue, dans les rues d'une Cologne engourdie. Nous pouvons lire, sur le dossier, Dagon Projector. Puis Thomas s'exprime enfin. Je suis désolé, Marie-Louise. Je suis si désolé. Vraiment.
Puisses-tu me pardonner, petite hirondelle. Écran noir. Acte 4. Le soldat inconnu. Jean-Emmanuel est assis sur les marches froides de l'étroit escalier menant à la chambre froide. Sa poitrine se tord et se cabosse à la manière du ciel qui continue de gronder et cracher ses larmes sur la terre. Son souffle est saccadé, entrecoupé de longues apnées. Ses yeux sont vitreux, s'injectent peu à peu d'un sang vif. On peut entendre son cœur battre pour s'échapper de sa prison de chair. La main d'Andrew est posée sur son épaule, mais rien n'y fait. La vision cauchemardesque continue. Le visage de l'Écossais n'est plus. En face de lui se trouve un homme à la face arrachée, laminée, lacérée. Des lambeaux de chair lui pendent du menton. Et il répète « Mort aux bourgeois qui voulaient la guerre !» Andrew reconnaît très bien une des crises de son ami et le secoue doucement afin qu'il revienne à lui, tout en lui murmurant que tout ça est derrière lui, qu'il n'est plus sur le front. Face aux terribles visions, Jean-Emmanuel Pierre essaie de trouver de quoi s'ancrer sur le maintenant. Il tâtonne dans ses poches, sans des objets familiers. Un étui contenant un scalpel. Pas bien, ça lui rappelle la guerre. Sa pipe, c'est mieux, c'est synonyme de calme. Il continue de voir une série de visages défigurés, et après une éternité, 2 minutes en temps réel, il arrive enfin à sentir une main sur ses épaules. Il ne sait pas de qui, mais c'est sans importance, c'est un ami, là, pour l'aider. Avec ça, il revient au présent. Il se relève et dit d'une voix tremblante « Tout va bien. Continuons, je vous prie. » En attendant de retrouver nos autres enquêteurs, retournons au rez-de-chaussée, où M. de Jonzac avait réussi à se faufiler à l'intérieur du bureau sans se faire remarquer, pendant que tous descendaient l'escalier. La précipitation étant la marque des faibles, M. de Jonzac prend son temps pour d'abord observer le bureau, son organisation, voir si son hôte est un homme rigoureux qui tient rangé son lieu de travail. Puis, il commence par regarder les papiers sur le bureau, à lire rapidement leur contenu, s'il trouve ça intéressant, etc. Enfin, toujours avec patience et calme, il ouvre les tiroirs, quitte à les forcer si besoin. Il cherche des traces qu'auraient laissées ces hommes du gouvernement. Une lettre de mission, un procès verbal, ou ce genre de choses. Le moins qu'on puisse dire, c'est que M. de Jonzac va trouver beaucoup de choses. Tout d'abord, le bureau est en désordre. M. de Jonzac est assez perspicace pour comprendre qu'il s'agit d'un désordre récent. Vu la tenue des comptes et dossiers du docteur, cet endroit est normalement impeccable. La première chose très étonnante que va trouver le notable est un dossier de quelques pages sur Andrew. En le feuilletant, il retrouve des informations très personnelles sur son collègue écossais, sur sa famille et son service à la guerre. La seconde est une nouvelle carte de l'usine La Sardinière, mais cette fois-ci, la carte est plus originale. Il s'agit d'une invitation pour le docteur Bergman et son épouse à visiter les nouveaux locaux, après-demain. Enfin, il aura semblé au notable, dans un sursaut, alors que l'orage continue de gronder dehors, voir apparaître une silhouette au niveau de la petite fenêtre du bureau, ce qui n'aura pas manqué de le faire sursauter. M. de Jonzac met dans sa redingote la carte de l'usine de sardines et le dossier sur Andrew. Comme il a du respect pour l'homme et pour son engagement au service de la patrie pendant la guerre, il ne poursuit pas sa lecture de son dossier et décide de lui remettre en main propre. Il est malgré tout perplexe sur le fait que le gouvernement ait cherché des informations sur lui et espère qu'il n'a pas adopté des tendances politiques dangereuses qui expliqueraient qu'il soit surveillé. Puis, surpris, enfin, par cette silhouette étrange, il prend son courage à 2 mains et ouvre la fenêtre pour voir s'il y a quelque chose ou quelqu'un. Dehors, il pleut à torrents. Quel drôle de pays! Il y a autant de lumière au matin qu'en soirée à Paris. Tiens, qu'est-ce que c'est? Un colis a été déposé sur le rebord de la fenêtre. Le nom de famille, Jonzac, y est inscrit. Très surpris par ce colis, M. de Jonzac regarde dans la rue à droite, puis à gauche. Il déteste être pris en faux de cette façon. Il crie au hasard, sans non plus hurler, au point de perdre le contrôle de sa voix. « Si vous avez quelque chose à me dire ou à me remettre, l'honneur et la courtoisie vous obligent à me l'adresser en main propre. Froussard, irrespectueux que vous êtes. » Puis, il prend le colis, ferme la fenêtre, s'assoit tranquillement sur la chaise du bureau et regarde le contenu du colis. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Retrouvons nos camarades qui sont enfin arrivés dans la grande salle de la morgue. Madame Claude et Henri-Joseph Rochereau sont enfin arrivés
dans les sous-sols. Il y fait froid et humide. Une lumière blanche, opaque, éclaire la pièce délabrée. Les murs sont décrépits. Une odeur infâme se dégage de cette salle. Il y a une table d'auscultation en plein milieu, une armoire sur le côté avec plusieurs tiroirs de métal et dont l'un d'eux pendouille une étiquette. Monsieur Desmoulins. Voilà, c'est ici que je travaille. Dites-moi, où est passé votre collègue, Monsieur de Jonzac ? Dit le docteur, tout en réajustant, une énième fois, ses lunettes. Henri-Joseph rétorque immédiatement, d'un ton inquisiteur et le regard circonspect. Quelque chose vous intéresse particulièrement chez Monsieur de Jonzac ? Il doit être avec Pierre et McEvans, je pense. Coupé dans son élan et séché par l'autorité naturelle du prêtre, le docteur reprend. Nein, natürlich nicht, excusez-moi. Reprenons, Monsieur Rochereau. Le corps de Monsieur Desmoulins est juste ici. Et il tire, nonchalamment, sur la poignée d'un tiroir pour en sortir un corps martyrisé, écorché de tout son long, allongé sur un lit de glace pilée. L'odeur de la mort, qu'il traverse, a failli faire défaillir Madame Claude, les récents événements se rappelant à son bon souvenir. Mais elle s'accroche, tant bien que mal, à sa fierté et au besoin urgent d'en apprendre davantage, et suffisamment vite pour sortir de cet endroit sinistre, lui aussi. L'entièreté de cette enquête est lugubre et commence à l'effrayer. Et si ce n'était pas par appât du gain et obligation envers Thomas, elle fuirait dès à présent. La question du docteur la sort légèrement de sa torpeur, et elle lui répond presque instinctivement dans un allemand parfait, mais bien entendu, cela est tout à fait calculé. « Oh, vous savez, il est encore à l'heure américaine. Il ne devrait plus tarder. C'est Monsieur de Jonzac. » Et, pour essayer de le détourner de l'absence de Monsieur de Jonzac, elle enchaîne rapidement en français. « Dites-nous donc, que vous rappelez-vous des autopsies que vous avez pu pratiquer ? Quelque chose d'inhabituel vous aurait-il interpellé ? » « D'accord, Fraulein, veuillez me pardonner, » répond-il. C'est à ce moment même que Andrew et Jean-Emmanuel arrivent enfin dans la pièce. « Oh, ce qui est inhabituel, c'est d'observer une telle violence, Fraulein. Je n'avais pas vu ça depuis la guerre. Les corps étaient mutilés. Même pour moi, enfin, j'en ai vu. » Henri-Joseph laisse le charme de Madame Claude opérer, se met légèrement en retrait pour examiner la pièce. Cependant, son regard est essentiellement concentré sur les faits et gestes du docteur, que le prêtre trouve particulièrement nerveux. « Je vois, » reprend Madame Claude. « C'est vrai que la barbarie à l'œuvre ici est déjà suffisamment inhabituelle. Rien d'autre n'a donc titillé votre œil expert, en dehors de l'extrême violence. Que pensez-vous de ces organes manquants, par exemple ? » « Nein, Fraulein, tout correspondait point pour point avec les dires de l'inspecteur et ses conclusions. Puis, l'homme farfouille dans un tiroir à côté de la table d'auscultation et en sort des papiers en vrac. Voilà, il me reste quelques notes de mes analyses lors des autopsies. Des brouillons que les messieurs de Paris n'ont pas embarqués. Prenez-les, madame. » Henri-Joseph sent bien que quelque chose cloche, sans pouvoir mettre la main dessus, sur ce petit détail. Et pourtant, Andrew avait peut-être raison. Il semble nerveux, anormalement obéissant quand il s'adresse au prêtre. Il transpire du front jusqu'au cou, ce qui ne manque pas d'ailleurs de faire glisser les montures de ses lunettes. Est-ce l'orage ? Cette lumière opaque qui ne cesse de clignoter à mesure que le tonnerre gronde ? Ou... Tiens, il regarde ce tiroir avec insistance. Il remarque d'ailleurs que le prêtre l'a vu observer ce tiroir également. Est-ce cela ? Tout en attendant sagement que le docteur réponde aux questions de Madame Claude, le prêtre lance nonchalamment, mais toujours avec une autorité cléricale certaine. « Êtes-vous croyant, docteur ?»« Oui, mon père, bien sûr. » Il s'approche alors en même temps du tiroir qu'il fixait, si celui-ci est différent de celui qu'il a ouvert. En effet, il l'est. Il n'y a aucune étiquette et paraît plus étroit. « Mon père, » reprend le docteur, « jetez donc un œil à mes prises de notes des autopsies. » Puis, il tente, non habilement, de se glisser entre le prêtre et le tiroir. Jean-Emmanuel Pierre entre en scène. « Bon, allons au fait. Est-ce que vous avez pu confirmer la cause de la mort, l'heure du décès ? Quels autres détails sortaient de l'ordinaire ?» L'homme avale difficilement sa salive. Tous ajustent ses lunettes. « Rien de plus que l'inspecteur de police en a déduit, monsieur. Si ce n'est que les événements ont dû se produire dans la nuit ou au petit matin. » Alors que tous essayent de déceler la moindre faille chez le docteur et de trouver une quelconque ouverture, fenêtre, porte dérobée ou cachette dans cette drôle de morgue, le téléphone sonne et vient couper court à la discussion. « Une seconde, je vous prie. »
dit le docteur. Puis il décroche et son visage devient instantanément livide. Au même moment, la lumière blanche de la pièce continue à vaciller et il semble à Madame Claude qu'il fait de plus en plus froid. L'air devient glacial. Il lui semble aussi que le temps se suspend en un instant. La sensation n'est pas désagréable mais étrange, inhabituelle. Tout est plus clair, plus distinct. Le reflet de la maudite lumière dans les ustensiles et autres scalpels du docteur. La sonnerie du téléphone, fluette. Et puis, il lui semble apercevoir une silhouette enfin. Là, au milieu de la salle, tout près du lit. C'est la silhouette d'une femme d'une quarantaine d'années. Ses cheveux sont noirs comme la nuit et plaqués sur son visage. Elle semble trempée, comme si elle sortait du bain. Sa gorge est sectionnée, béante, et sa trachée absente. Un torrent de sang lui coule infiniment de cette gorge béante. Puis, la silhouette fantomatique regarde Madame Claude, le regard livide, et dit « Ce n'est pas ici », murmure-t-elle en dégueulant un torrent de sang. Complètement décontenancée par l'apparition de cette jeune femme sans trachée, peut-être même qu'elle a cru reconnaître la mère de Marie, elle n'est pas adepte des fantômes, elle n'est pas non plus familière au surnaturel, et même profondément convaincue de son inexistence. Mais pourtant là, sous ses yeux, elle est choquée, soufflée, et ne finit par reprendre ses esprits, en se convainquant que ce n'est qu'un petit jeu bien malsain qu'essaie de jouer son esprit. Comme à son habitude, elle rationalise et enfouit ses émotions qui étaient à deux doigts de lui faire perdre son sang-froid. Au même instant, Andrew McEwans, qui se sent oppressé, trouve que la pièce était relativement petite et déjà bien remplie pour tout ce monde, et s'en va en retrait à l'entrée. Il en profite pour observer la pièce, compter le nombre de casiers, y en a-t-il suffisamment pour un tel nombre de cadavres, et jeter un œil aux autres pièces éventuelles attenantes du couloir. Il aura senti d'ailleurs ce léger courant d'air glacial descendre des escaliers, et aussi un bruit. Une fenêtre qui a été ouverte au rez-de-chaussée, sans doute Pierre-André. Il n'y a qu'une seule autre pièce ici, ce qui semble être un débarras vu l'estimation de la taille de la pièce. Peut-être un placard. De son côté, profitant de l'absence du docteur qui est au téléphone, Henri-Joseph en profite pour ouvrir le tiroir. Afin de le rendre encore plus discret, Jean-Emmanuel Pierre intervient et se rapproche du docteur pour essayer de reprendre son attention. Quand vous aurez fini de répondre au téléphone, j'aurai d'autres questions. Était-il mort avant les mutilations ? Si oui, de quoi ? Sinon, y avait-il des signes qu'ils aient résisté ou étaient restreints ? Et en même temps, une fois qu'il a fini de parler, il essaye d'écouter ce qui se dit à l'autre bout du fil. Quand Jean-Emmanuel s'approche du docteur, cela aidera d'ailleurs le prêtre à ne pas se faire voir, son visage est devenu livide. Il entend indistinctement la voix d'un homme à l'autre bout du fil qui semble le sermonner, et le docteur se contente de répondre « Ja, ganz klar. Ja, sicher, natürlich », tout en épongeant son front mouillant. Puis, enfin, il raccroche, réajuste ses lunettes, déglutine et reprend. Il semblerait que les Desmoulins soient morts rapidement, l'un après l'autre sans laisser signe de résistance ou de lutte, à part pour Gildas, l'un des fils. Les corps ont été mutilés post-mortem. Cela est, à mon sens, une certitude. Reprend-il en bafouillant. Je vais devoir vous inviter à quitter le bâtiment. Je viens d'avoir mon responsable au téléphone. Il souhaite que je le visite au plus vite. Je suis navré. Quelques secondes auparavant, grâce à l'intervention de Jean-Emmanuel, le prêtre aura eu le temps d'entrouvrir le tiroir et d'y découvrir de nombreux bocaux, classés et étiquetés, contenant têtes de poisson, œils de poisson et nombreuses écailles. L'odeur y est d'ailleurs insupportable et n'est pas sans rappeler celle de la grange, des Desmoulins. Quittons ce sous-sol froid et humide quelques secondes pour rejoindre notre ami Monsieur de Jonzac resté dans le bureau du docteur. Avant d'entamer la lecture du journal, il s'installe confortablement sur le siège, tire un cigare et l'allume en appréciant les premières bouffées. Pour un peu, il se croirait dans sa propriété de Jonzac, au milieu des vignes inondées de soleil. Puis il revient à la réalité. Il chausse ses lunettes et entame la lecture de ce journal. Les premières pages l'agacent légèrement. Encore un de ces hommes de peu de courage qui oublient que chaque génération a connu l'engagement militaire de la jeunesse, que la participation à la guerre est un honneur pour son pays et qui exagère, comme il a pu en entendre certains depuis 1914, les horreurs qu'ils auraient vécues dans les Ardennes et la Somme. Heureusement que d'autres, ainsi que notre état-major,
ont été plus courageux et ont su résister à l'impérialisme allemand avec efficacité, se dit-il. Puis, il s'arrête plus attentivement sur le dessin en avant-dernière page. Cette étrange forme animale dessinée lui évoque la photo de la petite Marie au bord de la mer et cette carte postale qu'il vient de trouver. Il la sort pour les comparer. C'est à ce moment même qu'il entend tout d'abord une sonnerie fluette venant des sous-sols, puis le téléphone du bureau sonner. Monsieur de Jonzac met les notes sur un drap, la carte postale et le journal dans le colis. Il se lève, puis, réfléchissant quelques secondes, il décide de soulever très discrètement le combiné du téléphone pour écouter la conversation. Voilà ce qu'il aura entendu. Monsieur Bergman, ici le Premier ministre, Monsieur Briand. Veuillez, pour des raisons de sécurité, me répondre en allemand. Un communiste se trouve dans votre bâtiment. Vous comprenez que cela compromettre notre ami en commun. Bien. Veuillez inviter ces enquêteurs à quitter le bâtiment immédiatement. Pensez à votre femme et à vos enfants. Je me suis fait bien comprendre, je crois. Au sous-sol, suite à sa découverte, Henri-Joseph interpelle le docteur. « Vous pouvez bien aller voir votre responsable, docteur. Quant au fait de quitter le bâtiment, je crains que mes collègues aient encore des choses à examiner. Nous fermerons la maison, ne craignez rien. Ce n'est pas comme si les morts allaient s'échapper, n'est-ce pas? Votre responsable comprendra. Sinon, il pourra toujours me contacter. » Mais soudainement, le docteur semble beaucoup plus nerveux, voire agressif. « Nein, mon père. Croyez-moi, mon employeur a plus d'importance et de contact que le vôtre, que j'ai également eu au téléphone. Je vais vous demander de quitter les lieux maintenant. » « Et qui est donc cet employeur ?» reprend Andrew. « Vous semblez mal à l'aise à l'idée de lui déplaire, cher docteur. » « Je n'ai pas à vous répondre. Je suis désolé. Quittez le bâtiment maintenant. » Un peu surpris par sa réponse, surtout en sachant qu'il l'emploie, le père Henri-Joseph jette un regard interrogateur à Jean-Emmanuel, puis à Madame Claude et aux autres, comme pour demander s'ils ont fini ou non, sans tenir vraiment compte des avertissements du docteur. Madame Claude, perdue dans ses pensées et dans ses interrogations, n'avait pas fait attention que l'esprit s'était volatilisé, comme par magie. Elle n'a pas entendu l'entièreté des échanges, mais elle comprend que ce Bergman leur demande de partir, et sans grande gentillesse. Elle lâche, sans trop y faire attention, « Ce n'est pas ici. » Les réponses, « Pas ici. » Encore dans un état légèrement vaporeux, elle se souvient de ce qu'elle a aperçu dans le dossier volé il y a quelques mois et demande si ce bon docteur n'est pas de la partie. Elle tente de le tester en lui adressant une question plus rhétorique qu'autre chose et sur un ton des plus badins, mais en allemand. « Êtes-vous familier des Dagons, docteur ?» À ces mots, le docteur écarquille ses yeux globuleux et n'a le temps de rattraper ses lunettes qui glissent sous sa sueur et tombent sur le sol. « Vi, comment ? Je vous en prie, messieurs, madame, veuillez quitter le bâtiment. Maintenant !» Puis, il ramasse ses lunettes et tout en désignant l'escalier avec sa main, il s'engage dans ce dernier à la hâte. Ses pas lourds dans l'escalier vont pouvoir prévenir Monsieur de Jonzac qui aura le temps, in extremis, de sortir du bureau. « Je vous ai dit tout ce que je savais, » reprend le docteur. « Oui, tout ce que je savais. Das macht keinen Sinn. Voilà, oui, tout ce que je savais. Rien de plus, rien de moins, oui, voilà. » Mon collègue ici présent a en effet raison, reprend Henri-Joseph Rochereau. Accepteriez-vous de l'appeler en ma présence ? Je suis sûr que nous pouvons trouver un arrangement, lui et moi. À moins que... Jean-Emmanuel, vous en avez fini avec le corps ? Le docteur s'arrête net, dans l'escalier, se retourne et sort un revolver de son veston. Il tremble, sue et reprend. « Quittez ce bâtiment ! Maintenant ! Schnell !» Monsieur de Jonzac a donc quitté le bureau et fait comme s'il patientait dans le couloir. Il est très troublé d'avoir entendu le Premier ministre. Sans le connaître personnellement, il sait que c'est un honnête homme de qualité et son ami Edgar de Crozac, député de la Charente, lui en a dit beaucoup de bien. Il réfléchit à ses propos en se demandant de qui il pouvait bien parler. Andrew probablement. Ce pauvre garçon s'est sans doute fait manipuler par ces foutus communistes et a attiré l'attention sur lui. Il décide de lui en toucher 2 mots à l'occasion. Puis, il assiste à la scène. Le docteur Bergman, tremblant, agité, confus, braque le père Rochereau avec son revolver. Un détail important va profondément inquiéter Andrew. Le revolver du docteur est un ancien modèle d'avant-guerre. Sa gâchette est très sensible. La police est en route. Une dernière fois, quittez ce bâtiment, maintenant. Dans la panique, Monsieur de Jonzac sort immédiatement son revolver et pointe le fusil sur la nuque du docteur. Mais, dans la panique, et surtout,
simplement avec l'appui de son revolver sur sa nuque, le docteur vacille très légèrement et la gâchette est actionnée et son pistolet claque. Le tir part. Une fumée noire et épaisse est dégueulée dans l'escalier et le vacarme produit par le tir résonne dans tout le bâtiment. Mais par chance, le tir passe à quelques centimètres à peine du prêtre et s'éclate dans le plafond de l'escalier. Le père Henri-Joseph lève les mains en l'air, en réflexe, et rétorque d'une voix calme et placide malgré le coup de feu. « Calmez-vous, docteur. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en venir à de telles extrémités. Pourquoi une telle attitude ? Vous cachez quelque chose ?» Les nouvelles questions du prêtre ne font qu'empirer la situation, et le prêtre n'en peut plus. Il recharge immédiatement son pistolet et, une ultime fois, les somme de sortir en les braquant une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, il tremble tellement que tous peuvent craindre que le coup ne parte d'une seconde à l'autre. « Partez !» reprend-il. Voyant la situation dégénérer, Madame Claude tente d'une voix blanche de le raisonner en français. « Nous allons partir. Allons, docteur. N'ajoutons pas plus de cadavres. Il n'y en a eu que trop déjà ces derniers jours et ces dernières années. Nous allons partir. N'est-ce pas, messieurs ?» Monsieur de Jonzac panique légèrement après le coup tiré et son courage flanche. Il baisse son revolver, recule de quelques pas en bafouillant qu'il s'en va et sort précipitamment du bâtiment pour se réfugier dans une des voitures. Est-ce la panique, le bruit, la fumée ? Mais Andrew était persuadé que le pistolet du docteur était tombé au sol. Il se précipite sur lui pour lui attraper. Mais il constate que le pistolet est bel et bien toujours dans les mains du docteur. Une nouvelle fois, sans aucune maîtrise ni expertise, le tir part et s'éclate dans le plafond de l'escalier, les plongeant, une nouvelle fois, dans un nappage de fumée. On n'y voit plus rien. Les cœurs s'emballent, c'est la panique totale. « Très bien, partons, chers collègues », reprend Henri-Joseph. Madame Claude profite de la fumée épaisse pour essayer de faire quelques mètres qui la séparent de l'escalier et se glisse derrière le docteur. Elle en profite pour tenter de le pousser en lui faisant un croc en jambe et lui faire perdre l'équilibre. Le coup est confus. Le docteur ne tombe pas, mais est déstabilisé et projeté contre le mur de l'escalier côté gauche. Pendant la confusion, Jean-Emmanuel Pierre sort son scalpel à tout hasard, mais essaie de le garder caché dans sa main. Madame Claude prend la tangente et essaie de retrouver de Jonzac. Pour sa part, le prêtre Rochereau se dirige lentement vers l'escalier pour partir. Il constate le docteur tremblant, asphyxiant, dans la fumée, qui n'aura cessé de le pointer avec son revolver. Puis, lorsque le prêtre sera enfin passé, il pointera dangereusement Andrew et Jean-Emmanuel, restés dans l'escalier. Andrew fait suite au père Henri en grommelant en anglais que l'entretien et le maniement des armes ne doivent pas être laissés à des amateurs. De son côté, Monsieur de Jonzac se réfugie dans la voiture et ordonne au chauffeur « À l'hôtel, immédiatement !» Puis, se rappelant de ses associés, il se rattrape. « Non, attendez !» Les images se bousculent dans sa tête. Un coup de feu à moins d'1 mètre de lui, c'est totalement insensé. Il réalise qu'il vient probablement d'échapper tout juste à la mort. Ça n'est pas du tout ce qui était prévu quand il s'est impliqué dans cette affaire. Il décide d'en parler à Thomas à la première occasion. Et puis, qu'est-ce qu'il est en train de faire avec ces gens étranges ? L'un d'eux serait même un communiste. Si cette situation s'ébruite, sa réputation dans la région de Cognac va fortement pâtir. Retrouvons enfin Jean-Emmanuel Pierre resté dans l'escalier et dans la fumée opaque des coups. Il suit calmement ses collègues, mais après avoir dépassé le docteur, il s'arrête brièvement pour lui dire « Vous feriez bien de vous remémorer le serment d'Hippocrate, docteur. » Et il sort rejoindre les autres. Tandis que, sur ces mots, et que Jean-Emmanuel quitte le bâtiment, le docteur semble s'affoler contre le mur, épuisé, prenant conscience de la folie de la situation, de la folie qu'aurait pu être cette scène. Nous nous échappons, nous aussi, du bâtiment. Les voitures de luxe quittent à la hâte les lieux, en faisant crisser les pneus sur les pavés détrempés. Et tandis que nos enquêteurs quittent le bâtiment et rejoignent la route, ils auront croisé 2 énormes voitures noires qui, elles aussi, à la hâte, s'engouffrent vers la morgue. Dans l'une d'elles, le père Rochereau reconnaîtra le visage d'un homme qu'il connaît très bien. Oh oui, que trop bien même. Un homme qui n'a rien à faire là, tout du moins, sans que le prêtre ne soit informé. Il s'agit de Ludo, un Italien qui travaille pour Thomas et qui est chargé, des pires actions de la compagnie. Vol, intimidation, racket. Que fait-il ici ?
Pourquoi Thomas n'a pas prévenu le prêtre de sa venue? Sous la pluie battante, le prêtre comprend que prévenir ses collègues compromettrait sans doute les secrets de Thomas, et les siens aussi. Et leur voiture disparaît sur le sentier qui mène à Brest. Écran noir. Eh bien, chers amis, nous ne sommes pas passés loin de la catastrophe ce soir. Heureusement que ce docteur n'avait jamais appris à tirer. Étonnant d'ailleurs pour un vétéran de guerre, non? Avant de vous laisser, je vous confie la lecture du carnet retrouvé par Monsieur de Jonzac. Vous verrez, il nous sera bien utile. À très bientôt d'ici là. Et puis bien sûr, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Et que l'horreur commence. Ils veulent de moi que je tue, mère. Moi qui ne sais faire rien d'autre qu'aimer l'autre, mère. Moi qui ne suis parti en guerre que pour vous revenir, que pour aimer mon frère. Ils veulent de moi le pire, que je tue, mère. Moi qui n'ai jamais compris ni les nations ni les frontières. Ils veulent de moi que je tue. Moi qui n'ai pour fusil qu'un cœur fragile. Moi qui n'ai comme habit qu'une âme prisonnière de sa cage de chair. Moi qui n'ai comme patrie que d'aimer mon frère. Moi qui n'ai comme famille que vous, mère. Moi qui n'ai comme terre que la planète entière. Ils veulent de moi que je tue. Celui d'en face, devant, derrière. Celui dont l'accent ne sied guère. Celui dont l'empereur est fier. Ils veulent de moi que je fasse la guerre. Moi, je ne suis pas un soldat. Je me moque des accents, des empereurs, des hommes fiers. Moi, la seule guerre que je fais, c'est à l'herbe mauvaise, du champ de la terre, du cœur étroit. Ils veulent de moi que je tue, mère. Mais je ne puis faire cela. Ou je vous tuerai, vous et moi. Tout ce que nous sommes, tout ce qui reste d'humanité, je crois. Ils veulent de moi l'enfer, mais l'enfer est ici. L'enfer est ici-bas. Ils veulent de moi la gloire de la France, mais la France c'est l'enfer, croyez-moi. M. Mars 1916. Je ne pourrais vous dire ce que j'ai vu, ni même ce que je vois. Je vous écœurerais, je crois, de nous tous, de moi, de l'humain entier, de ce que nous sommes vraiment, des bêtes immondes et énervées. Dieu est mort en même temps que moi, ici, dans les boyaux de la terre, dans les intestins du diable, la bouche de l'enfer. Les hommes aimables, à Paris, doivent rire et danser, pendant que leur guerre fait des enfants des soldats, fait des hommes, des monstres rutilants. M. Avril 1916. Je prie que vous ne trouviez jamais ce journal. Votre fils n'est plus qu'un monstre sanguinaire. Ceux qui tombent sous nos balles sont cloués à mon âme à tout jamais. Ce sont mes Christ, et je suis leur croix. Le bleu de mes yeux est devenu le gris du ciel qui pleure sur la terre toute sa misère. Les champs de naguère, verts et croquants, sont les terres du diable à présent. On y vit avec ceux de notre espèce, on y vit avec la vermine, les poux et les rats. Ils sortent la nuit dévorer ce qu'il reste de chair sur les corps de mes amis. Ils sont là, baignant dans la boue et le sang. Leurs yeux exorbitants nous observent, reflètent les éclats rutilants des obus nocturnes. Ce sont les morts qui attendent qu'à notre tour, nous venions nourrir la terre. Je n'ai plus peur, chère mère, de mourir. Je l'espère même parfois, qu'une de leurs balles me frappe la poitrine et ne m'emporte comme un éclair. Mais qu'elle me garde d'être emporté dans le royaume de leur Dieu. Plutôt l'enfer des tranchées que l'éternité avec lui. Quel Dieu pourrait supporter cela de ses fils, hein? À part celui dont la cruauté excite les plus viles passions. Demain au sifflet, je partirai. Priez que je sois l'un des élus de la moisson mortifère. M. Mai 1916. Je pars demain pour la Somme. Dites à celles et ceux restés loin de tout cela de cesser de nous appeler héros, vaillants, sauveurs. Cessez de voir en eux nos ennemis. Nous nous ressemblons en tout point. Je n'arrive plus à dessiner autre chose que des monstres. Je ne vois que ça ici. Pas une hirondelle, pas une fleur, pas un nuage se déguisant en dragon. Mathieu, juin 1916. J'ai cru pendant un instant qu'une part de moi était sauvée. J'ai cru le voir, ce morceau d'âme encore humaine dans les yeux de ce joli garçon, que la guerre avait rendu plus laid que ne le sont les diables. J'ai cru entendre le cri d'un nourrisson lorsque je l'ai extrait de sa carcasse d'acier. J'ai cru qu'il venait au monde, ce soldat sans nom. Mais il sortait de la bouche de l'enfer, ardente. Il parlait avec les mots des monstres sanguinaires aussi. Il mangeait même comme eux. Nous aurions pu être ennemis, mais son pays à lui est l'allié du mien. Pour moins de raisons que leur pays à eux est l'ennemi commun. Même lui,
le rescapé de la guerre des mondes, même moi, le sauveur d'une vie qui en avait pris 100 autres, nous restions condamnés à la nuit. Je n'ai plus la force de porter ma fouille hurlante. Mais demain, je quitterai ces terres étranges. Demain, au coucher du soleil sans feu, je partirai enfin. Je rentrerai chez moi. Parfois je me dis qu'il vaudrait mieux que je meure ici et que je ne vous revienne jamais. Ou dans un autre corps, un tout nouveau, un plus joli, un moins cassé. Un qui vous ferait sourire. Un que vous aimeriez encore. Un qui l'âme est belle et joyeuse, comme un soleil. Pas un mort-vivant, comme moi. Mathieu, août 1916.